Bonjour et bienvenue à Scientifiquement Science. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion d'une importance capitale en chimie, la loi de Hess. Comme toujours, dans notre émission, pour mieux comprendre des concepts, nous effectuons des laboratoires assez dangereux. Par exemple, des seins de feu où le danger est très courant. Donc, le labo d'aujourd'hui tentera de prouver cette fameuse loi de Hess pour savoir si notre cher Albert Einstein de la chimie est scientifiquement correct. Ainsi, pour être scientifiquement correct, dans le labo d'aujourd'hui, nous allons effectuer 3 réactions. Ensuite, calculer leur chaleur molaire. Si la chaleur molaire de la première et de la deuxième réaction additionnée donne la chaleur molaire de la troisième réaction, alors nous allons pouvoir qualifier Germain-Henri Hess scientifiquement correct. Commencer les explosions, ce qui vous impatiente sûrement, parlons un peu histoire. Qui est Germain-Henri Hess ? Tout a commencé le 7 août 1802 à Genève en Suisse, lorsque notre scientifique est né. Il déménage ensuite en Russie et en 1822, il commence ses études en médecine jusqu'en 1825. C'est Jöns Jacob Berzelius qui lui fait découvrir le monde magnifique de la chimie et il alla à l'université de Stockholm faire ses études en chimie. D'ailleurs, il se consacra principalement à l'étude de la thermochimie et il découvrit ici même le principe de la loi de Hess en 1840. Malheureusement, notre scientifique décède le 30 novembre 1850 à Saint-Pétersbourg à l'âge de 48 ans. Et qu'est-ce qui différencie la loi de Hess d'autres lois mineures ? Qu'est-ce qui la rend si importante ? Est-elle vraiment efficace ? Pourrions-nous vivre sans elle ? Eh bien non. Cette loi permet de prédire la variation d'enthalpie globale d'une réaction à l'aide des sommes des enthalpies des réactions intermédiaires. Ainsi, lorsqu'une réaction est trop lente, trop rapide ou trop violente, on utilise la loi pour calculer l'enthalpie résultante. Par exemple, lorsqu'on veut calculer la variation d'enthalpie du carbone solide avec de l'hydrogène gazeux qui forme du méthane gazeux, mais on ne peut pas la calculer en laboratoire car la réaction est trop lente. Ainsi, on utilise la loi de Hess pour le faire, puisque le méthane gazeux est une composante importante de l'industrie pétrolière. Un autre exemple est qu'on peut trouver théoriquement la variation d'enthalpie entre deux atomes instables en utilisant la loi de Hess, puisque la réaction est trop dangereuse pour être effectuée dans un laboratoire. Maintenant, dirigeons-nous vers la partie la plus attendue, la partie explosive de notre émission, soit les manipulations. Commençons avec le labo 1. Nous devions déterminer la chaleur molaire de dissolution et de dissociation du NaOH. Première étape, peser notre masse de NaOH qui était de 8 grammes. Ensuite, nous devions verser 200 ml d'eau dans le bol en sirop-mousse et prendre la température. On y ajouter le NaOH et on refermait le bol. On prend la température la plus haute et on recommence pour effectuer un total de 3 essais. Un avec 4,6 g et 230 ml et l'autre avec 10,2 g et 170 ml. Maintenant, pour le deuxième laboratoire, nous devions déterminer la chaleur molaire de neutralisation du HCl par du NaOH. Première étape, peser 9 g de NaOH et l'insérer dans le ballon jaugé de 50 ml. Ensuite, remplir à moitié d'eau et laisser reposer durant un cours. Après ça, on devait effectuer la dilution de 75 ml de HCl à concentration de 3 mol par litre en y ajoutant 75 ml d'eau. Nous devions verser cette solution de HCl dans le bol en sirop-mousse et prendre sa température pour finalement y ajouter la solution de NaOH et fermer le couvercle et prendre la température la plus haute. Maintenant, pour la troisième réaction, nous devions déterminer la chaleur molaire de neutralisation du HCl par du NaOH. Première étape, diluer 100 ml de HCl à concentration de 3 mol par litre en y ajoutant 100 ml d'eau pour le rendre à une concentration de 1,5 mol par litre. Ajouter cette solution dans le bol en sirop-mousse et prendre sa température. Peser et ajouter 12 g de NaOH dans le bol et prendre la température maximale. Refaire ainsi le laboratoire 3 pour un autre essai. Maintenant, temps pour vous présenter les résultats de notre expérience pour savoir finalement si Germain-Henri Hess est scientifiquement correct. Commençons par déterminer la masse molaire du NaOH qui est de 40 g par mol. En utilisant la formule Q est égal à mc delta T, nous allons pouvoir déterminer la chaleur dégagée lors de la réaction et diviser ce nombre par le nombre de moles. Ainsi, pour la première réaction, l'essai 1 donnait une chaleur molaire de 41,85 kJ par mol, l'essai 2 41,47 kJ par mol et l'essai 3 41,38 kJ par mol. Alors, la moyenne des 3 essais donne une chaleur molaire de 41,57 kJ par mol. Pour la deuxième réaction, la chaleur molaire est de 56,24 kJ par mol. Pour ainsi faire une addition de la chaleur molaire de la première et de la deuxième réaction, qui nous donne 87,81 kJ par mol. Puisque
la chaleur molaire de la réaction 3 pour l'essai 1 est de 95,33 kJ par mol et celle de l'essai 2 est de 98,49 kJ par mol, on se retrouve à avoir une moyenne de 96,91 kJ par mol. Bien sûr, puisque c'est un laboratoire, les valeurs trouvées ne sont pas exactes pour différentes raisons. Hélas, nos données sont parfaitement valides, puisque les valeurs trouvées lors des différents essais se rapprochent énormément et ne se différencient que par quelques dixièmes. Par exemple, dans la réaction 1, les essais sont de 41,85 kJ par mol, 41,47 kJ par mol et 41,38 kJ par mol. Par contre, pour la réaction 3, les essais varient d'environ 2 unités, dont 95,33 kJ par mol et 98,49 kJ par mol. Mais peut-être, cela peut s'expliquer par le fait que cette réaction est beaucoup plus importante et dégage beaucoup plus de chaleur, donc plus de chances de perte d'énergie. En bref, nos résultats sont valides. Hélas, nos laboratoires peuvent toujours être améliorés pour s'assurer que la prochaine fois, nos résultats sont encore plus démonstratifs. Par exemple, lorsqu'on insérait la substance dans la solution de notre bol en styromousse, il y avait une petite perte d'énergie, le temps de refermer le contenant et d'y insérer le thermomètre. Donc, un thermomètre déjà inclus pourrait résoudre une partie de ce problème. Deuxièmement, il y avait toujours une très petite quantité de solution en substance qui restait prise dans le cylindre gradué ou le ballon jaugé, modifiant nos résultats. On pourrait, dans ce cas, utiliser un ballon jaugé plus grand pour une meilleure précision. Et troisièmement, pour la deuxième réaction, l'impression des instruments de mesure peut varier les valeurs recueillies, donc il serait préférable de refaire le laboratoire plus d'une fois pour avoir plusieurs essais et faire la moyenne. Ainsi, pour conclure, nous pouvons confirmer que Germain-Henri Hess est scientifiquement correct puisque notre hypothèse est confirmée scientifiquement. Puisqu'on peut dire que la chaleur molaire de la réaction 1 et 2 additionnée, qui est de 97,81 kJ par mol, donne celle de la réaction 3, qui est de 96,91 kJ par mol. Donc, Henri Germain Hess avait tout à fait raison. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Scientifiquement Science. Merci.